mois, jour pour jour après le début de la contestation, les Libanais sont toujours dans la rue pour appeler au changement. Si les banques ont rouvert après une semaine de grève, l'issue politique et économique de ce conflit social reste incertaine. Refonder le Liban, oui, mais comment? Des Libanais, un peuple. On en parle aujourd'hui avec notre invitée, la romancière et essayiste libanaise Dominique Eddé, auteure de Édouard Saïd, le roman de la pensée, de sa pensée sur cette figure intellectuelle palestino-américaine. Elle avait reconstitué le fil donc de sa théorie, de sa pensée. Dans une tribune au Monde parue le mois dernier, elle se dit bluffée par ce mouvement qui donne à voir et à entendre un peuple auquel plus personne ne croyait plus. 1 million de manifestants hier à Beyrouth pour un pays qui compte 6 millions d'habitants et un seul drapeau, celui du Liban. Près du tiers de la population envahit les rues des villes de toutes les régions. Du jamais vu. 30 ans après la fin de la guerre, les jeunes sont la tête de pont de cette mobilisation. La rue est le seul moyen de faire pression pour les gens. Nous ne quitterons pas la rue jusqu'à ce que nos demandes soient acceptées. C'est tout le système qu'il faut changer pour que les gens puissent travailler et vivre décemment. Il n'y a plus d'argent dans ce pays. Il n'y a que du chômage. Dans un pays en pleine crise économique, les protestataires accusent de corruption et d'incurie une classe politique plus accaparée par ces luttes sectaires que par le rétablissement des services publics. En ce moment, de l'eau potable, on n'en a pas. Et on ne sait pas quand ça va revenir. L'électricité, c'est pareil. On n'en a jamais 24 heures sur 24. Au Liban, la pauvreté a augmenté de 60% au cours des 5 dernières années. Un Libanais sur 3 aujourd'hui a du mal à joindre les deux bouts. Jamais les Libanaises et les Libanaises n'avaient paru aussi unis pour s'opposer à la corruption et à la misère sociale. Chrétiens, sunnites, chiites semblent pour une fois sur la même longueur d'onde. On ne veut plus que nos dirigeants s'expriment au nom des chrétiens ou des musulmans. On veut qu'ils parlent au nom du Liban. Ici, les manifestations sont incroyables. Notre peuple est joyeux, ouvert d'esprit. Mais ce que nous voulons, c'est que la classe politique rende l'argent qu'elle a volé. Des sons et des mots sur une contestation. De retour de Beyrouth, envisage-t-elle l'avenir de cette révolte avec inquiétude ou optimisme? Bonjour Dominique Eddé. Bonjour. L'étincelle, c'est un projet de taxation des appels passés sur WhatsApp. Mais ça ne suffit pas à expliquer comment le feu de cette contestation a pris aussi rapidement et aussi largement. Est-ce que vous l'aviez, vous, senti monter cette révolte, Dominique Eddé? Non, je crois que nous sommes très peu nombreux, pour ainsi dire. Personne n'a vu venir cette manifestation avec cette ampleur et cette beauté inouïe qui était quasi inenvisageable dans un pays où la solitude de chacun face aux problèmes quotidiens semblait presque irréversible. Et donc, oui, la taxe sur le WhatsApp a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Le vase était plein, on savait que nous allions vers une crise économique et financière gravissime qui allait causer beaucoup de chômage en plus, une pauvreté accrue. Tout cela se savait, mais on ne soupçonnait pas que la population allait pouvoir descendre dans les rues. Les gens sont sortis de chez eux vraiment avec une spontanéité, une rapidité et une solidarité tout à fait étonnante. On n'en revient pas, c'est sûr. Beaucoup de témoignages dans la presse française notamment, mais aussi libanaise, d'intellectuels, d'artistes libanais qui racontent comme vous leur surprise face à ce mouvement. Vous avez voulu nous enterrer, nous ne savions pas que nous étions des graines, écrit le Libanais Selim Nassib. Vous dites dans Le Monde, si je suis en train de rêver, ne me réveillez pas, il se passe quelque chose. Oui, à vrai dire, ce n'est pas de moi, c'est d'un manifestant cette phrase, et elle dit bien ce que nous ressentons tous, et malheureusement, nous sommes déjà au moment du réveil, mais ce n'est pas un réveil fatal, je dirais. Que vous m'avez posé la question il y a un moment sur désespoir ou optimisme. Je ne dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais que ce qui s'est passé est trop fort, trop dense, trop important pour que même un nouveau raz-de-marée de cette classe politique corrompue et
et pour finir usé à l'os, même un raz-de-marée n'aurait pas raison de ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose sur lequel l'avenir peut compter, mais probablement pas un avenir très très proche. Il va falloir du temps et il va falloir renoncer pour gagner. Et en ce sens, le Liban, dont j'avais l'habitude de dire que c'était un endroit où il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un monde, mais pas assez pour faire un pays. Et je dirais que depuis le 17 octobre, je découvre qu'il y a, oui, de quoi faire un pays. Et donc, ce serait fascinant si cet endroit où il y a de quoi faire un pays devenait aussi un exemple pour le monde. Alors pourquoi un exemple pour le monde? Parce que tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'échelle de la planète se posent sur cette tête d'épingle, sur ce mouchoir de poche qu'est le Liban. Sur 10 400 km², vous avez tous les enjeux au niveau de la pollution, au niveau du défi économique, et du vivre ensemble. Parce que, regardez, là je vous parle depuis la France, où l'accueil de quelques réfugiés pose des problèmes à tout le pays. Là-bas, il y a un quart de la population qui est réfugiée. Donc, imaginez l'enjeu que représente cette coexistence entre les Palestiniens, les Syriens, et les différentes vagues de migration, plus les Libanais qui sont partagés au départ en 18 communautés. Quand je dis partagés, ce n'est pas eux qui se partagent, mais c'est les chefs de clan qui les prennent en otage sous leur identité confessionnelle. Donc imaginez le nombre de problèmes qui sont à régler sur ce minuscule territoire. Si le Liban devenait, après avoir été l'exemple du pire, parce qu'il a été l'exemple du pire, il pourrait devenir l'exemple du meilleur, parce qu'il a toutes les données pour l'un comme pour l'autre. Il pourrait. On va étudier ce conditionnel avec vous, Dominique Hédé, ce qui conditionne aussi l'avenir de ce mouvement et de cette contestation, de cet espoir, tout simplement. Vous évoquiez la naissance d'un peuple, d'une nation, dit aussi le journaliste et photographe franco-libanais Bilal Tarabé, qui, lui, actait la fin de la peur, la fin du confessionnalisme, la fin de l'oligarchie, l'abolition des privilèges, et peut-être donc ce renouveau, cette renaissance qui est en train de se jouer aujourd'hui. Vous avez marché, vous, dans les manifestations de ces derniers jours. Oui, tous les jours, oui. DJ 7, Flash Mobile, on voit qu'il y a une nouvelle Flash Mob, on voit qu'il y a une culture de la révolte nouvelle qui est en train de se mettre en place avec de nouveaux outils peut-être. Ces manifestations sont restées très urbaines. On sait qu'elles ont traversé tout le pays, de Tripoli à Beyrouth. Oui. Mais il y a une culture urbaine aujourd'hui de la mobilisation. Et plus que Beyrouth, puisqu'elles ont été jusqu'à Nabati et dans le fief chiite du Hezbollah, ce qui a été aussi une des grandes découvertes de ce mouvement, à savoir qu'il pouvait y avoir un début d'effritement dans le consensus chiite autour du Hezbollah. Donc il y a eu dans tout le pays, et dans toutes les villes, en effet, c'était urbain, et les places centrales étaient les lieux de réunion. Et la place a retrouvé sa fonction, je dirais, d'antan, en particulier celle de Beyrouth, qui avait été reconstruite dans des conditions qui en ont en quelque sorte chassé le peuple. C'était une place populaire qui ne l'était plus, c'était la place des grandes marques et des banques. Et tout d'un coup, on a vu arriver de tous côtés des gens qui d'abord se découvraient les uns les autres avec un esprit quasiment familial, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays, dont je disais qu'il peut représenter le monde, c'est aussi une famille. Donc c'est tous les extrêmes à la fois, c'est tout petit et c'est très grand. Et quand on voit arriver tous ces gens qui s'excusent quand ils se bousculent dans une foule, c'est tout à fait particulier. J'ai marché dans beaucoup de manifestations dans ma vie et je dois avouer que celle-là a eu quelque chose d'absolument unique à mes yeux. Quels sont les slogans que vous avez entendus ? Alors, beaucoup de slogans. Il y en a un qui revient en permanence, qui est « Kellon yani Kellon », qui veut dire « tous », ce qui veut dire « tous ». Autrement dit, nous ne voulons plus d'aucun chef de clan, aucun chef confessionnel, tous ceux qui nous gouvernent sont pourris. Nous savons que le Parlement est lui-même issu de cette classe politique qui verrouille les élections au moment où elles ont lieu. Donc on a un Parlement, un gouvernement, un président de la République
qui, sous couvert de dissensions foncières, s'entendent à merveille. Et c'est cette espèce de solidarité des ennemis déclarés qui a fini par boucler le pays et prendre la population en otage, si bien qu'ils sont eux-mêmes totalement débordés par ce qui leur arrive à l'heure qu'il est. Il a 29 ans, il s'appelle Madika, il est devenu une des figures du mouvement et non pas un porte-parole, parce que c'est une contestation, on y reviendra, sans leader aujourd'hui. Il a été surnommé le DJ de la Révolution et il fait résonner, lui, ses remixes dans les manifestations de Tripoli à Beyrouth, à RFI, à nos confrères. Il racontait, j'avais une musique qui dit au revoir en arabe, j'ai hurlé à la foule, qu'est-ce que vous voulez dire au président? Et j'ai lancé cette musique qui disait au revoir, au revoir, au revoir. C'est pas du tout une musique révolutionnaire, mais elle l'est devenue. Voilà, c'est aussi le propre des musiques, pas simplement des mots, de pouvoir, selon les situations, les circonstances, acquérir un caractère nouveau. Il y avait beaucoup de jeunes dans ces manifestations. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et les femmes, vous avez souligné leur présence. Oui, les deux. Les jeunes, effectivement, mènent ces manifestations avec une énergie et une certaine virginité qui est due à l'âge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu ni l'usure de la dépression, qui est celle des générations qui ont précédé et qui, pour certaines, dont je suis, ont connu la guerre. Et donc là, il y a, comme dans un arbre qui était en quelque sorte un peu sec, pour ne pas dire tout à fait, et du jour au lendemain, il a bourgeonné, c'est-à-dire qu'il y a eu un nombre de pousses de vie qui évidemment ont été menées par les jeunes et qui, eux, veulent vraiment d'un autre pays. Ils sont en rapport avec le reste du monde, même s'ils se sentent enfermés dans ce petit pays, et ils le veulent à nouveau langage. Ils ne sont plus prisonniers de ce qui nous a nous-mêmes rendus à la fois désespérés et impuissants. Donc là, on a une très très bonne énergie et on a les femmes qui, alors en tous âges, tête voilée ou tête nue, toutes générations confondues, sortent avec des voix totalement intactes. Quand je dis intactes, c'est-à-dire qu'elles parlent dans un micro comme on parlerait à un ou une amie intime. Il y a une intimité, il y a une humanité du témoignage qui n'est prisonnière d'aucune catégorie. Ce qui fait une atmosphère à la fois de gravité et de fête, les deux en même temps. Et dans ce pays qui est le pays du paradoxe par excellence, c'est-à-dire où tous les contraires se côtoient en permanence, les manifestations ont été cela. Elles ont été la fête et elles ont été un cri de révolte et de colère extrêmement fort, unis. Alors, il y a une inquiétude énorme. D'abord, nous savons tous qu'il ne suffit pas d'être d'accord sur ce que l'on ne veut pas pour construire un pays. Il va y avoir le moment de ce fameux réveil qui commence déjà. Et ce réveil, ça va être comment faire pour fédérer sur d'autres plans ces énergies qui se sont retrouvées. C'est-à-dire pas seulement sur le refus de ce qui est, mais sur l'adoption d'un plan de vie pour ce pays qui va demander à chacun énormément d'efforts, notamment sur le plan confessionnel, c'est-à-dire d'apprendre à résister aux chefs de clan qui ont encore des réserves, beaucoup de munitions, et ils sont eux-mêmes très soutenus par des puissances étrangères. Donc n'oublions pas que nous ne sommes pas dans une cour d'école, là. On est vraiment au centre d'un pays qui est le centre des manipulations de toute la région. Donc on peut rêver encore, mais il faut se réveiller intelligemment. Entre les frontières du Liban, c'est une révolte, on l'évoquait, qui a gagné très vite tout le pays, Beyrouth, mais aussi Tripoli, Baalbek, Nabati, du nord au sud, des villes sunnites, chiites, druzes ou maronites, jusqu'aux montagnes de la Bekaa. C'est un pays mosaïque, le Liban, mais probablement, et c'est ce qu'on voit à travers cette contestation, avec une réalité commune. Demain, peut-être, vous l'espérez, Dominique Hédé, ce sera un pays où peut-être on ne vous présentera plus, vous, comme une Libanaise francophone maronite, mais comme Libanaise tout court. Oui, là, vous savez, nous sommes une soixantaine de personnes à avoir déposé un procès à l'État
pour demander l'application d'un article de la Constitution qui n'oblige pas à décliner la religion au moment de la naissance. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un peu partout des groupes qui s'organisent, encore de manière improvisée, insuffisante, mais un peu partout, les compétences sont à l'œuvre pour justement construire ce pays où la confession, où l'appartenance communautaire ne sera plus la première des appartenances. On sera citoyen avant d'être ceci ou cela. Et vous savez, je ne peux pas m'empêcher de saisir cette occasion pour dire que si nous pensons à toute la région qui est tout de même en miettes, qui a été morcelée par toutes les guerres de ces 20-30 dernières années, l'Irak, la Syrie, la Palestine, etc., si nous pensons au cas du Liban et que nous l'étendons au reste de la région, nous verrons très vite que l'enjeu pour tout le monde, Israël compris, où nous venons d'apprendre que M. Trump trouve tout à fait normal que les colonies soient légitimées, donc on légitimise aujourd'hui la colonie en Israël. Alors vous comprenez, si tous ces pays ne se mettent pas ensemble pour réfléchir à un mode de fonctionnement interne qui ne repose pas sur l'identité communautaire, on continuera à nourrir des partis comme le Hezbollah, qui sont très dangereux, et des partis comme l'extrême droite israélienne, etc., et même pas extrême. Donc il y a vraiment aujourd'hui une ambition qui ne peut être qu'énorme, ou pas du tout. Si on n'a pas l'ambition énorme de changer le mode de fonctionnement de ces sociétés, et là je m'adresse beaucoup aux Européens, eh bien on fera du colmatage à la petite semaine et tout ce monde-là va rentrer encore plus dans le mur. Le Liban en premier, où nous attend une crise de pauvreté très inquiétante. Alors, le rôle des partis, est-ce qu'ils sont pour vous, Dominique Hédé, dépassés aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent céder leur place, c'est-à-dire répondre à cette demande sociale et politique que cette classe en place depuis 30 ans sortent maintenant, hein, les Jumblat, les Gemayel, les Hariri, ou encore le président Michel Aoun au pouvoir depuis 2016, mais qui joue un rôle politique depuis plus de 30 ans. On peut peut-être revenir en un mot sur son intervention télévisée, celle du président Aoun la semaine dernière. Comment a-t-elle encore fait monter la tension d'un cran? C'était une intervention catastrophique. Cet homme, d'abord, est visiblement aux images un homme très fatigué, et il semblerait que dans ce monde-là, la retraite ne fait pas partie des perspectives. Donc c'est un homme qui déjà ne sait plus tout à fait ce qu'il dit, et a dit notamment que ceux qui n'étaient pas contents n'avaient qu'à immigrer. C'est une phrase qui ne pouvait que mettre le feu aux poudres. Les manifestants il a essayé d'expliquer ça autrement. Mais il a dit les manifestants pensent qu'il n'y a pas de gens honnêtes au sein du pouvoir, qu'ils émigrent, car ils n'arriveront pas au pouvoir. Hein. C'est pas par la rue qu'on peut obtenir le changement, c'est par les institutions. Ce qu'il faut dire cependant, pour ne pas tomber non plus dans l'angélisme, c'est que il va y avoir un moment, et il faut que ce moment advienne, où des représentants de cette colère populaire vont négocier avec l'ennemi, parce que c'est un ennemi, mais il faut négocier avec un ennemi. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan. C'est qui l'ennemi? C'est l'État? C'est les gouvernants. C'est ceux qui tiennent pour l'instant les rênes du pouvoir. Et il faut en passer par là, peut-être avec des intermédiaires, je ne sais pas lesquels, mais on ne peut pas éternellement dire simplement le peuple veut la chute du système et nous n'allons pas ajouter un mot de plus à ça. Mais qui va négocier si cette contestation n'a pas de représentation? C'est ça la grande question, c'est celle qui nous préoccupe tous beaucoup. Il y a énormément de compétences et de gens remarquables dans ce pays. On a trop tendance à dire que la matière grise est dehors. Elle est en partie dehors et elle est aussi beaucoup dedans. On vient d'avoir l'élection miraculeuse d'un bâtonnier il y a 2 jours, qui est un homme exceptionnel, qui a été élu envers et contre tous les partis au pouvoir, ce qui nous a dit 2 choses. D'une part, c'est que des hommes de compétence peuvent accéder à du pouvoir, et d'autre part, que ces partis qui se disent ennemis s'entendent à merveille. Donc on a eu un double message qui est un message d'espoir. Mais il ne suffit pas de ça. Il y a d'autres personnalités. Il y a un parti qui est en train d'essayer d'émerger et qui a un programme qu'il prépare depuis plus d'1 an, 1 an et demi, avec beaucoup de sérieux, qui est adossé
poussé un projet social qui était Arc-en-Ciel au Liban, qui est l'entreprise sociale la plus remarquable, qui est travaillée à l'échelle de tout le pays en dehors de l'appartenance confessionnelle. Donc on a des structures, il y a beaucoup de petits mouvements dans la société civile qui travaillent ensemble. Ce monde se réunit le soir sous des tentes à la place des canons, dans une atmosphère de dialogue et d'échange tout à fait remarquable. Alors c'est très fragile, mais ça existe. La fin de la guerre civile en 90 a accouché d'un pouvoir dynastique et sur un partage du gâteau. On entend aujourd'hui les manifestants appeler à dépasser ce confessionnalisme et ce communautarisme. Mais vous l'évoquiez, le système est assez verrouillé. C'est pas facile aussi pour des forces nouvelles, des forces politiques d'émerger. Rappelons quand même que le Premier ministre, Saad Harari, a démissionné le 29 octobre dernier, qu'il a laissé pour l'instant un siège vacant et que la rumeur de l'arrivée à ce poste du milliardaire Mohamed Safadi a provoqué là encore la colère des manifestants. Si j'en reviens juste à l'intervention télévisée du président Aoun, il a eu des mots peut-être tactiques, peut-être équivalent à un début de prise de conscience, peut-être signe d'un aveu de faiblesse. Il a parlé d'un régime incapable de s'auto-régénérer. Les leçons de cette histoire, on va les écouter avec Ziad Saab, ancien commandant de l'armée, extrait d'un documentaire intitulé « Le Liban, otage du Moyen-Orient », diffusé cette année sur Arte. Les gens de ma génération ont beaucoup de choses à se reprocher, ils le savent, mais ils n'en parlent pas. Et c'est pour ça qu'il continue à y avoir des heurts tous les 15 ou 20 ans au Liban. Ils sont capables de détruire des maisons, mais pas de construire une niche pour leurs chiens. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se battre. On faisait parler les armes dès qu'on avait un problème. Ça a été notre pire erreur. Si on en est arrivé à la situation actuelle, c'est essentiellement dû à la guerre civile et au fait qu'on croyait pouvoir changer la donne par la violence. Mais en réalité, tout ce qu'on a fait, c'est détruire notre propre pays. C'est une enquête très documentée qui raconte aussi la situation géopolitique du Moyen-Orient, Dominique Eddé, cette demande des manifestants. C'est aussi celle de dépasser cet équilibre, mais est-ce que vous pensez que cette demande peut se heurter contre ce mur de forces alliées comme l'Iran aujourd'hui ? Oui, c'est une question très importante et je suis contente qu'on évoque les armes. Je crois que s'il y a une chose dont il faut absolument se garder, absolument, absolument, c'est de toucher à une arme dans le cadre de ce mouvement national. Parce que d'abord, la Syrie nous a donné une leçon absolument sanglante. Il ne faut pas prendre les armes quand on est dans des rapports de force aussi asymétrique, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas toucher aux armes. Et il y a autre chose, c'est que quand on dit qu'on veut en finir avec le confessionnalisme, je crois qu'on est très nombreux, et la preuve, la rue le dit au quotidien. Mais il faut être raisonnable. C'est si ce pays est construit sur une base confessionnelle, avec des postes alloués à telle et telle communauté, ça a été aussi pour pouvoir le construire et le faire fonctionner. On ne peut pas abolir le confessionnalisme avec un coup de crayon. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a des processus lents qui doivent se mettre en place avec un préalable qui serait celui de la rue actuelle, qui est nous ne voulons plus de confessionnalisme, nous ne voulons plus de prébande, de clientélisme, nous ne voulons plus que cette appartenance décide de nos destins, mais en même temps, il va falloir voir par quoi remplacer et comment garantir l'avenir des communautés. Vous savez, moi-même, vous avez évoqué le fait que je suis née maronite. Je n'ai jamais, au moment de la guerre civile, pris position, jamais en fonction du destin des chrétiens libanais. Ils étaient pour moi du mauvais côté et donc j'étais dans une opposition claire et radicale. Aujourd'hui, en 2019, avec ce qui se passe en Irak, en Palestine et en Syrie, je ne peux pas
penser qu'il y a, oui, danger pour des communautés telles que la communauté chrétienne ou la communauté druze, qui est une toute petite minorité, qui ne représente plus que 3 ou 4% du pays, qui a plus de députés qu'elle n'en aurait en termes proportionnels. On ne peut pas ne pas réfléchir, et là ça demande un grand chantier intellectuel, politique, constitutionnel, pour voir comment passer d'un régime à l'autre sans qu'une partie de la population fasse ses bagages. Oui, d'autant que vous venez de le rappeler, il y a les réfugiés palestiniens depuis longtemps au Liban et les réfugiés syriens aujourd'hui. On voit que cette équation politique, elle n'est pas aussi écrite et figée. Non, elle n'est pas écrite. Et autre chose, c'est que le Hezbollah a quand même annoncé clairement que son projet à très long terme, c'est un pays islamique. Donc il y a des choses que nous sommes sommés d'entendre et il faut prendre en considération toutes les données. Il se pourrait, et on ne peut qu'espérer que ce parti, comme les autres, finisse soit par s'étioler, soit par se convertir en autre chose. Mais en attendant, ça demande la vigilance. Invitée jusqu'à 13h30, l'essayiste libanaise Dominique Eddé, auteur de Édouard Saïd, le roman de sa pensée. On parlera peut-être, si on a le temps, des figures référentes de ce mouvement au Liban, comme Édouard Saïd l'était avec ses combats, sa pensée en son temps sur la question israélo-palestinienne. France Culture, il est 13h21. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On a encore peu abordé la question économique et pourtant elle est centrale dans cette contestation. Le Liban, un pays au bord de la faillite, une dette qui représente plus de 150% de son PIB, des taux d'intérêt exponentiels, un tiers des moins de 25 ans au chômage. On peut prendre un exemple pour comprendre ce qui est en train de se jouer avec la question de l'électricité et ces paroles de manifestantes recueillies par France 24. Le problème d'électricité chez nous, c'est qu'on n'a pas, depuis la fin de la guerre civile, on n'a pas d'électricité les 24 heures du jour. Par exemple, à Beyrouth, on nous coupe le courant pendant 3 heures des 24 heures. Et donc, on est obligé de payer pour les générateurs, qui sont des mafias. Et on a donc deux factures à la fin du mois. Et les factures des générateurs sont beaucoup plus chères que la facture d'électricité du Liban. Pour les générateurs, les 5 ampères, c'est environ $50 par mois pour 5 ampères. Donc 5 ampères, ça fait rien. On ne peut même pas avoir la clim, on ne peut même pas avoir le micro-ondes. Ça fait rien, juste le réfrigérateur et quelques lampes et la télé. Les 50 € sont pour des compagnies privées qui ont les générateurs et qui profitent de la situation au Liban pour nous voler, entre guillemets. C'est corrompu, tout le système est corrompu. Voilà, elle est probablement là, cette réalité commune, au-delà de la question confessionnelle. Dominique Eddé, c'est une doctorante, Lydia Aswad, là encore dans une tribune au Monde, qui évoquait cette économie rentière du Liban qui a engendré des niveaux d'inégalité extrêmes. On a parlé de ce système oligarchique. Qui se partage aujourd'hui le gâteau économique? Qui a confisqué le pays? Alors écoutez, c'est malheureusement très simple. C'est une clique de chefs de clan et tous leurs sbires autour. Donc c'est une espèce de tumeur gangrénée qui s'auto-nourrit du capital du pays. Donc vous prenez le cas de l'électricité. Cette jeune femme déjà est d'un milieu relativement privilégié, elle a un micro-ondes, etc. Vous avez des gens qui vivent sans générateur et sans aucun moyen. Encore une fois, il faut parler de la grande pauvreté au Liban maintenant. Ce n'est plus du tout une inquiétude, c'est une réalité. Et donc, prenez le cas de l'électricité. Vous avez quasiment 2 milliards de dollars qui sont réglés chaque année à des transports d'électricité, à des bateaux qui apportent l'électricité. Et sur ces 2 milliards, les commissions que prennent au passage les chefs de guerre, qui sont nos gouvernants, sont exorbitantes. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un record de la corruption au Liban. Et alors, comment voulez-vous qu'ils fassent leur deuil de ce vol, parce que c'est du vol à main armée, s'il n'y a pas une sonnette d'alarme? Elle a eu lieu maintenant au niveau du peuple, mais il faudrait aussi que, puisque le Liban est au bord de la faillite, dans 2 semaines, il pourrait complètement collapse, il pourrait n'avoir plus rien à donner. Les banques sont vides. Alors, si jamais il n'y a pas une très grosse pression
internationale pour que des aides financières viennent de l'étranger, notamment CEDRE, qui avait été prévu avec un gros budget de plus de 10 ou 12 milliards de dollars. Pour que ces budgets arrivent, il faut maintenant des contraintes très puissantes contre cette classe et il faut qu'elle comprenne qu'en attendant de déguerpir, parce qu'elle va déguerpir, il faut qu'elle cesse de prendre au passage ces commissions. C'est une honte. Et vous savez que le fioul qui alimente les générateurs, c'est un fioul rouge qui est le plus polluant du monde. C'est-à-dire que l'air, l'eau, tout est atteint au Liban, tout est affecté, on respire. Il n'y a que la lumière qui continue à marcher toute seule parce que celle-là, on ne peut pas l'atteindre. On a beau lui tirer dessus et on ne peut pas prendre de commission sur la lumière. Mais sur tout le reste, il y a des commissions. Il y a des figures bienveillantes, des figures peut-être tutélaires aussi, comme celle de Samir Kassir, Dominique Eddé. Samir Kassir, mort en 2005 dans un attentat à la voiture piégée, grande voix du monde arabe et penseur de ce Liban, post-confessionnel déjà. L'écrivain Elias Khoury vient de lui rendre hommage, lui aussi dans une tribune parue dans la presse française. « Lève-toi Samir, mon frère, partons ensemble jusqu'à la place des martyrs ». Qui sont ou quels sont pour vous aujourd'hui les penseurs, les intellectuels référents de cette contestation, ceux d'aujourd'hui? Écoutez, je risque d'hésiter à donner des noms parce qu'il y en a. Il y en a, et Samir était certainement de cela. Elias Khoury est un écrivain de grand talent et il y en a beaucoup d'autres. J'hésite à donner des noms parce que vous voulez que je vous dise, Olivia Gesbert, je ressens ce qui s'est passé dans la rue comme une formidable leçon d'humilité pour le petit monde auquel j'appartiens, ce qu'on appelle les intellectuels. Formidable leçon d'humilité. Ils ont fait preuve d'une imagination, d'une drôlerie, d'une inventivité, d'une créativité que nous mettons parfois des années à trouver pour publier nos malheureux petits livres qui sont lus par, qui sait qui. Moi, je vous avoue franchement que derrière ce mouvement, il y a l'envie d'en finir avec une certaine posture intellectuelle. Et je suis aujourd'hui beaucoup plus sensible au Liban par rapport aux gens qui font concrètement des choses. Voilà, l'envie de renouer avec le réel. Le réel. Et je crois que ça va être un symptôme mondial. Et là encore, je reviens au fait que le Liban est un pays qui accuse le monde. J'emprunte cette formule à ceux qui peut-être feraient mieux de ne pas l'utiliser. Moi, je dis oui, le Liban accuse le monde. Et il a tellement tout fait faux. Mais il a tous les moyens de faire vrai. Et on vient de voir. C'est un bras de fer entre le vrai et le faux maintenant au Liban. Et il n'est pas dit que cette formidable chaleur humaine qui a été conservée malgré des années de chape et qui a été conservée, on n'arrive pas à y croire. Les gens descendent dans la rue, chacun offre ce qu'il a à l'autre, du verre d'eau au café, à la galette de thym. Tout est partage dans un pays où tout a été vol et pillage. Donc on a ces deux pays côte à côte, face à face, et il va falloir voir comment faire pour que le pays pourri, n'aille pas corrompre ce pays vrai qui est descendu dans la rue. Et la corruption, quand vous avez des enfants et que vous n'avez pas de quoi les nourrir et que vous leur donnez $500 par mois, eh bien les gens risquent de quitter la voie vraie pour aller dans la fosse. Donc voilà, le boulot qui reste à faire, il est énorme. Là, voilà, cette révolte libanaise qui est loin d'être isolée. On a vu les images de Hong Kong cette nuit avec des manifestants assiégés, le campus de l'université encerclé par la police. On pourrait parler du Chili, de la Bolivie avec des mouvements sociaux réprimés assez durement par la police, l'Irak avec des manifestations contre le pouvoir en place qui ne s'essoufflent pas. Un tour du monde des contestations et un portrait de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dominique Eddé, scénario d'avenir, on l'a abordé ensemble. Merci mille fois d'avoir été avec nous autour de cette grande table, tout juste de retour de Beyrouth. Programmation, préparation de votre grande table, des idées. Elle est signée Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez. De la culture, elle est signée Oriane Delacroix avec Henri Leblanc. Réalisation aujourd'hui Clément Nouguier avec l'aide précieuse de Gilles Blanchard et d'Éric Lancien. Merci beaucoup aussi à Sophie Marty et à François Bréhus. C'est Élise Le qui était aux manettes aujourd'hui et à la vidéo Cindy Le Grumelec. Très bel après-midi à tous sur France Culture.